je voyais en eux un futur pour moi aussi. Ah ouais? Ouais, parce que je me disais, dans mon réseau de potes très proches, j'ai 2 gars en qui je vois de la puissance, de l'envie et un certain, tu vois, une force intérieure. Et c'était. C'est une séquence émotion là, parce que ça, je l'ai pas entendu. Mais ta gueule, Max, laisse-le parler. Enfin. Et du coup, ils sont chiants les mecs. Ouais, non, mais ça c'est les gars d'école de commerce. Ouais, Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bon, on est donc avec Maxime et Jocelyn. Vous êtes deux des trois associés d'Atelier Gambetta, c'est ça? Tout à fait. Maxime, Jocelyn, qu'est-ce que c'est que Atelier Gambetta? On est dans votre showroom là. Alors c'est pas du tout podcast phonique. Ça marche pas parce que vous n'allez pas vous voir, mais il y a des enseignes partout. C'est très beau, c'est magnifique quoi. C'est votre job? C'est ça que vous faites? C'est notre job, ouais. On est donc Atelier Gambetta, on est fabricant, enfin on conçoit, on fabrique et on installe des supports de communication, principalement de l'enseigne, de la signalétique et des éléments de décoration. Donc on fait du néon, des murs végétaux, des storbands pour les façades, des enseignes lumineuses et plein de beaux néons qui illuminent les murs et les endroits des professionnels. Ok. Et l'une des particularités de votre boîte, c'est que vous êtes 3 poteaux. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Ouais, exactement. On est 3 amis d'enfance. Et au sein de la boîte, on a aussi pas mal de gens qui proviennent de la même famille ou qui proviennent du même environnement amical, on va dire. Donc ouais, c'est une particularité chez nous. Ouais. Ok. Je sais que Jocelyn t'aime bien cette question, mais alors à quoi vous ressembliez tous les 3 à 7-8 ans? Est-ce que vous connaissiez déjà 7-8 ans? Non, on s'est rencontrés il y a longtemps, mais on était un peu plus âgés puisqu'on s'est rencontrés... Anto, on était déjà dans le même collège, mais là où notre amitié s'est vraiment liée, c'est quand on s'est retrouvés tous à l'âge de la seconde dans le même club de foot. Ah yes. Donc voilà. Tu sais, quand t'es au lycée, quand t'es au lycée, en fait, t'as plein de collèges qui se rejoignent dans le même lycée. Et puis, et nous, à ce moment-là, en fait, on était une bande de potes. On a tout de suite sympathisé et on était tous dans des clubs différents de foot. Et puis du coup, c'est l'année où on a décidé de tous aller dans le même club. Et c'est là qu'est vraiment née l'amitié. Ah là là, grâce au football alors. Ouais. Et oui, une passion commune. Et ce qui explique aussi pourquoi on a des beaux bureaux, des beaux locaux avec un terrain de foot. Oui, c'est vrai que... Alors, il y a une vidéo quelque part où je pourrais envoyer, je sais pas, les gens pour revoir un petit peu, parce que vous avez créé dans votre entrepôt, donc vous avez un grand entrepôt, vous avez une mezzanine où vous avez installé un terrain de football. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'espace convivialité. On a Oui, c'est bien, c'est très convivial. On a un espace dans lequel les gens peuvent se retrouver pour manger. On a un baby-foot géant, on a une table de ping-pong et on a du coup un terrain de foot, un 3 contre 3 sur lequel on aime pouvoir jouer une fois par semaine en équipe. Donc c'est assez singulier, ouais, mais ça nous réunit autour de la passion qu'on avait initialement et qui a scellé un peu notre amitié. Ouais. Et c'est qui le meilleur de vous 3?
Au foot. Ah, bah, c'est max. Non, faut pas se froisser avec ses associés, pas du tout. On a tous les trois des points forts, on va dire. Mais je rassure tout le monde, on n'est pas devenu pro. Hein. Si on fait de l'enseigne aujourd'hui, c'est peut-être qu'on n'a pas percé dans le milieu du foot. Ouais. C'était quand même lui le meilleur, c'était le capitaine. Mec. Ouais, c'est ça. Oui. C'est clair. Comment se cristallise parce que bon, pour les gens qui savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de mecs. J'aime bien parler d'amitié entre mecs. C'est particulier l'amitié entre mecs par rapport à l'amitié entre femmes. Comment vous cristallisez votre amitié quand vous avez genre 15-16 ans, que vous êtes au lycée, quoi? Et franchement, le foot est central. On joue au foot ensemble dans les clubs. On joue aussi au foot ensemble à l'UNSS. Dans l'association sportive, dans l'association sportive du lycée. On faisait du futsal à ce moment-là. Et c'est le foot. C'est qu'en fait, on se voit, déjà, on se voit toute la journée au lycée. On se retrouve à la cour de récré. Pour la plupart, on est dans les mêmes classes. Le soir, on va au foot ensemble. Le week-end, on va au foot ensemble. En plus, à ce moment-là, on a quelqu'un qui nous a vraiment aidé à cristalliser. C'était le président du club, Yannick. Salut, si jamais il nous écoute. Voilà. En fait, on a eu un super président qui investissait tout son temps pour nous, les jeunes du club, qui nous emmenait au McDo après les matchs. Nous, on avait l'impression qu'il nous emmenait au Ritz. Et en fait, sans le savoir, ou peut-être en le sachant d'ailleurs, il a contribué à créer quelque chose de très particulier entre nous, donc entre tous les joueurs de l'équipe, mais encore plus entre nous trois et même certains qui sont aussi dans la boîte qui ont connu cette période dans laquelle on se retrouvait tous ensemble et qu'on passait énormément de temps. Qu'est-ce qu'il a créé en particulier? Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé des moments où on était vraiment tous ensemble, même en dehors du foot. Il créait des événements, je sais pas. Déjà, on avait tout le matériel, parce que du coup, il mettait une grosse partie de son argent personnel dans le club. C'était un des principaux sponsors. Donc, on avait du super matériel, on avait des jeux de maillots neufs. Donc, déjà, on allait jouer au foot. À défaut d'être super bon, on était super beau. Et ça, déjà, ça fait plaisir. Il nous prenait toujours en photo. Il avait fait un blog qui nous valorisait. Il créait des événements, donc c'est bête, mais à cet âge-là et au niveau auquel on jouait, on avait les Noëls de club, enfin les Noëls avec les gens de l'équipe. On avait tout un tas d'événements qui rythmaient le cours de l'année et qui nous permettaient de nous retrouver aussi en dehors du foot, et ce qui a contribué à créer un super groupe de potes et qui a encore plus scellé notre amitié ensemble, quoi. Ok. Et en fait, moi je trouve que l'un des trucs qui est compliqué, c'est que après, quand tu crées une amitié au lycée, c'est de continuer à la faire perdurer dans le temps. Vous avez gardé le contact grâce au foot, alors c'est ça, ou parce que après, je sais pas, vous êtes allé faire quoi comme études différemment? Alors, plusieurs questions. Est-ce que c'est grâce au foot? Alors, le foot, ça a été le socle. Par contre, après, on a tous arrêté de jouer au foot. Et après, on a des parcours hyper différents. Donc, je parlerai du mien. Ouais. Moi, du coup, j'étais. Alors, moi, les copains, j'étais pas dans la même classe qu'eux parce que moi, j'étais en S. Donc, mon père avait décidé que j'avais des facilités en maths. Donc, c'est lui qui l'a décidé. Je n'avais pas de facilité en maths. Et donc, du coup, qu'il fallait faire S. Ouais. Mes parents sont artisans, donc ils avaient vraiment l'idée que en faisant S, ça t'ouvrait les portes du monde entier. Et eux, ils avaient fait des études? Non, ils ont fait des études, oui, ouais. Mais ils ont pas fait des études longues. Ouais. Mes parents, ils ont un CAP, ils sont maroquiniers, donc voilà. Ils ont pas fait d'études post-bac? Exactement. Et donc pour eux, forcément, pour eux, c'est voilà. Ouais. Et mon père a fait des études, et c'est surtout mon père qui poussait parce que lui a été jeune à l'école parce que il fallait bosser tôt pour amener un peu de sous, quoi. Voilà. Ok. Et donc du coup, moi, j'ai fait un bac S avec énormément de difficultés. Et sorti du bac S, alors je dois être un des rares élèves en France à qui le conseiller d'orientation a filé un coup de main. Et où je le revendique aujourd'hui, c'est grâce au conseiller d'orientation. Voilà, je suis allé le voir et je lui ai dit, moi j'ai fait un bac S, je galère. Donc si j'ai mon bac, il faut que je reste dans des études scientifiques. Et donc du coup, à l'époque, je lui dis quelles sont les études courtes qu'on peut faire. Il me parle d'aide-soignant, mais aide-soignant, moi j'ai pas le cœur bien accroché et j'ai vite compris que je risquais de tomber dans les pommes plusieurs fois par jour. Alors j'ai dit ça non. Après du coup je lui ai dit mais il y a pas quelque chose qui serait potentiellement moins difficile à faire ou avec des responsabilités un peu moins du quotidien des gens. Ils m'ont dit infirmier. J'ai dit infirmier c'est combien de temps? 3 ans, trop long. Donc il y a pas quelque chose en 2 ans qui ferait que je tomberais pas dans les pommes et qui serait scientifique. Ils m'ont dit diététicien. J'ai dit ouais, diététicien. Je devais déjà avoir un petit côté vision à l'époque et du coup je dis diététicien, c'est vrai que on en entend de plus en plus parler. À l'époque t'avais les 5 fruits et légumes par jour à la télé, tout ça. Et du coup je me dis banco diététicien, c'était 2 ans.
Et donc, du coup, à la base, je suis diététicien. Et puis, en fait, en école de diététique, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans la vie, quand on travaille, on a des résultats. Alors ça arrivait tard. Alors que jusque... Bon, non, en vrai, non, ça peut arriver plus tard pour certaines personnes. Non, c'est le bon moment. C'est parce qu'en fait, pour la première fois, tu kiffais ce que tu faisais. C'est ça, en fait. En fait, c'était une école privée. Et donc, mes parents, j'avais pas le niveau pour aller en école publique de diététique, parce que c'est un BTS qui est assez compliqué. Donc, du coup, je rentre dans une école privée. Mes parents me disent, on t'inscrit dans l'école, par contre, faut que t'assures. Et donc, du coup, je me suis senti engagé vis-à-vis de ça. Et donc, du coup, le premier contrôle, je l'ai bachoté, mais je recopiais mes cours. Je recopiais comme une poésie. Je recopiais. Et j'avais dû avoir 18 ou 19. Et je me suis dit, ah bah voilà, en fait, c'est ça le secret. Quand on travaille, on a du résultat. Incroyable. Voilà. Et donc, j'ai travaillé à fond pendant 2 ans, des super résultats. Et donc, du coup, j'ai été passionné, en plus de ça, par la nutrition et la diététique. Et donc, du coup, après, j'ai fait une école d'ingé en agroalimentaire. Ok. Voilà. Donc, finalement, t'as des études longues. pas fait d'études très courtes. Et parce que j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait. Ok. Et toi, Max? Moi, de mon côté, je vais commencer par parler d'Anthony qui sourira. Donc, Anthony ne veut pas parler au micro. Anthony ne veut pas parler au micro, mais il est timide. Je vais faire son porte-parole. Il n'est pas du tout timide en vrai, mais bon, en tout cas, il veut pas parler au micro. On a 3 cursus en tout cas très différents. Anthony, le foot nous liait, mais effectivement, on a été dans les mêmes classes. On a suivi entre le collège et le lycée des cursus un peu similaires. Avec Anthony, ça a commencé au collège. Nous, on était déjà voisins tous les deux, donc. On avait l'occasion de se fréquenter et puis t'as arrêté l'école au brevet. On était même d'ailleurs dans la même salle au brevet. La seule question que t'as posée, c'était à quel moment tu pouvais sortir de la salle pendant l'examen. Donc bon, le brevet, je pense que c'était la dernière fois qu'il est passé par l'école, c'était au brevet. Mais bon, il a eu un cursus après hyper enrichissant parce qu'il a travaillé dans la société de son père en maçonnerie. Donc nous on était tous partis au lycée et puis dans les études un peu supérieures pendant qu'Anthony était dans la vie d'adulte. C'était dans la vie d'adulte exactement. Ouais. Donc c'était bien au début puisqu'en fait c'était le seul qui avait vraiment un salaire. Donc quand on sortait un petit peu ensemble, c'est lui qui payait les coca. Donc c'était bien. Et puis il a pas mal évolué après la boîte de son père. Il est devenu commercial dans la maison individuelle, puis ingénieur commercial parce qu'il était très bon dans ce qu'il faisait. Et puis donc on s'est un peu perdu de vue sur quelques années à ce moment-là. Et puis on a très vite repris contact. Je pense qu'on devait avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Où là, il était à la recherche d'un peu plus de sens. T'es à l'aise, Anthony, avec le fait qu'on parle de toi à la troisième personne alors que t'es pas... Tu pourrais venir au micro, hein, si tu veux. Ok. alors je vais continuer le porte-parole. Pardon, je vérifiais juste. Donc voilà, donc on a 3 cursus vraiment différents. Anthony, pour le coup, c'est lui dans la société qui vient superviser tout le périmètre production et installation, donc le périmètre le plus technique, on va dire, parce qu'il a un cursus très technique, et puis il aime faire des choses que d'autres ne font pas, du management, de l'humain, et voilà. Ensuite, pour parler de moi, du coup, avec Jocelyn, on a un cursus qui est assez lié. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc tu disais, toi, t'as fait un bac S, moi j'ai fait un bac ES, parce qu'on fait un bac ES généralement quand on n'est pas assez bon en maths et pas assez bon dans les matières. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai fait bac ES parce que j'avais envie de faire ES. Quoi. C'était une vraie volonté. C'était pas mon cas pour le coup. J'ai fait bac ES un peu par défaut. Ouais. Non, en réalité, j'étais un peu orienté sur déjà le commerce. Mon père m'avait un petit peu vient de ce milieu-là, vient du commerce, donc j'étais plus orienté dans ce domaine-là. Et puis donc j'ai fait un BTS en alternance, et donc l'histoire d'Atelier Gambetta commence un petit peu par là, puisque j'ai fait de l'alternance chez quelqu'un qui s'appelait Laurent, qui avait une imprimerie grand format qui était à Paris, dans le 20e arrondissement, et donc j'ai fait de l'alternance chez lui. Donc il m'a ouvert ses portes, et puis après l'alternance, je suis rentré en école de commerce, chose que je ne voulais pas faire, mais je l'ai fait parce qu'on m'a poussé à le faire. Qui ça on? Laurent notamment, et puis quelques profs que j'avais aussi en BTS qui m'avaient dit ça serait bête d'arrêter, t'as le potentiellement de continuer. Et puis moi j'avais déjà fait 2 ans d'alternance et je voulais continuer la vie d'adulte, donc je voulais vraiment arrêter. Puis finalement on m'a raisonné, donc j'ai continué un petit peu les études, donc école de commerce assez classique. Et donc école de commerce, et à la suite de mon école de commerce, j'ai Laurent, donc toujours cette personne chez qui j'ai fait de l'alternance, qui me recontacte et qui me dit que
qu'il a une opportunité dans son quartier, une boîte qui s'appelle Enseigne Gambetta, qui est dans le 20e arrondissement, donc à côté de sa société à lui, se revend puisque la personne part à la retraite, et donc il estime qu'il y a une synergie à trouver entre sa boîte et cette activité-là, et donc il savait que j'avais envie d'entreprendre, puisqu'avec les amis on a toujours parlé de créer des boîtes. Ça a été vraiment un sujet entre vous trois. Je vais y venir. Ok, d'accord, pardon. Je vais y venir. Et donc pour le coup, il me propose de reprendre avec lui la société Enseigne Gambetta. Donc globalement, il y met un petit peu d'argent et moi j'y mets un petit peu de temps. Donc ça, c'est en 2016, donc c'est la sortie de mes études. Beaucoup de temps. Donc avec le fameux Laurent, c'est ça? Avec le qui a fameux déjà Laurent. une imprimerie dans le 20e arrondissement à Paris, quoi. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc il me propose ce projet. Évidemment, je pouvais pas rêver mieux, entreprendre à la sortie de mes études. Je me sentais capable de tout et j'avais une confiance absolue en moi, même si je ne connaissais absolument rien de ce métier-là. Parce que ton père, tu disais qu'il était dans le commerce, il était entrepreneur ou? Il a eu une période où il a entrepris, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons dans le milieu commercial. Okay. Il est devenu cadre commercial, Okay. plus quoi. Donc pas spécialement dans le milieu artisanal, pour ainsi dire. Et puis d'où vient l'envie d'entreprendre? Je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis tout petit. L'envie de faire des choses, l'envie de créer, et moi il y a surtout un driver qui est important chez moi, c'était l'envie d'être avec mes potes, enfin l'envie de travailler avec mes amis, ou en tout cas avec des gens qui me sont chers. Donc quand Laurent m'a proposé ça, pour moi c'était comme je le dis souvent, c'est mon papa business. Oui, c'est un peu une figure paternelle pour toi. Exactement, Okay. c'est quelqu'un qui m'a permis de faire mes premières activités commerciales, on va dire que c'était avec lui. Et donc voilà, j'ai pris de la maturité en rentrant en école, et puis en sortant de l'école qui me propose ça, d'une j'étais rassuré, et deux j'avais une confiance absolue dans le fait de pouvoir créer quelque chose, mais je voulais le faire dans un cadre bien particulier. Donc la suite arrive. Donc je fais 2 ans globalement avec cette boîte. C'est très compliqué au début puisque on est dans un modèle qui est très artisanal dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui avaient pas vraiment de vue sur leur planning au quotidien, qui travaillaient avec des outils qui étaient pas forcément très modernes, on va dire. Donc ça a été 2 ans pas très facile, mais malgré tout 2 ans sur lesquels j'ai pu me rendre compte que le marché était énorme et que le potentiel était intéressant et que surtout c'était un métier waouh que j'adorais. Okay. Et donc il s'est passé 2 ans où j'étais un petit peu la tête dans le guidon, on va dire, et puis je revoyais très peu mes amis, notamment Anthony et Jocelyn, et donc on a fini par se revoir. Et puis à continuer à faire des plans sur la comète, de choses qu'on pouvait faire ensemble, le fait d'entreprendre. Donc là, on raccroche un petit peu les wagons. Okay. Et toi, pendant ce temps-là, Jocelyn, toi, t'étais diététicien, c'est ça? Pendant ce temps-là, moi, j'étais en école d'ingé. Ah oui. Pendant ce temps-là, non, moi, j'étais en école je quittais l'école d'ingé. Pendant ce temps-là, je quittais l'école d'ingé parce que on a fini nos études en même temps avec Max. Et toi, Anto, tu travaillais avec ton père, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Anto à ce moment-là, ouais, exactement. Ok. Et donc du coup on rediscute et puis je leur fais part un petit peu de mon quotidien. Je leur dis que voilà, c'est super, le marché est génial, je suis avec Laurent qui m'épaule comme il peut, mais comme il est pas très opérationnel dans la boîte au quotidien, en fait il est pas forcément là. Par contre stratégiquement et sur toutes les décisions très plus compliqué à prendre, on va dire, il est là, mais en réalité je suis un peu tout seul au quotidien, et donc pour le coup les garçons se disent il y a peut-être quelque chose à faire, et on parle d'entreprendre depuis assez longtemps ensemble. Est-ce qu'on se mettrait pas tous les trois sur la société pour pouvoir la redévelopper ensemble, faire quelque chose de plus gros et se mettre le pied à l'étrier tous les trois ensemble sur l'entrepreneuriat. Donc ça a commencé comme ça. Et toi, Jocelyn, l'idée d'entreprendre? Et moi, l'idée d'entreprendre, elle est venue parce que moi, du coup, quand j'ai quitté l'école d'ingé, je suis passé par des grands groupes. Je bossais chez Danone. C'était génial. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui je bosse encore aujourd'hui, dont une collègue, Léa, qui s'occupe de la com chez nous. Ah, que vous avez recruté après, alors, c'est ça? Voilà, qui nous a présenté d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et chez Danone, au-delà de tout ce qui avait été fabuleux, ce qui m'avait pas plu, c'était qu'au moment où on m'a recruté, on m'avait fait miroiter la possibilité d'évoluer rapidement sur un poste, à condition que j'ai des bons résultats, et j'ai eu d'excellents résultats. Et le poste, en fait, on n'a pas pu me le proposer parce que c'était pas dépendant de la personne qui me l'avait promis, ce poste. Ah. C'est dépendant d'un tas d'échelons. La vie des grandes boîtes. Exactement. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais partir dans une plus petite boîte. Et donc du coup, je suis retourné bosser dans une boîte qui m'a donné une opportunité de dingue. Ça s'appelle Green Shoot. Et j'étais responsable export.
Donc j'étais jeune à ce moment-là, je devais avoir 27 ans et on me disait tu vas pouvoir ouvrir l'Europe. Donc ça c'était fabuleux. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un stage que m'a refilé Max à la base. Ah yes. Oui, dans ce qu'on n'a pas raconté dans l'histoire amicale qui nous lie aussi depuis le début, c'est qu'avec Jocelyn, on a fait pas mal de choses ensemble en dehors. On a fait un premier, on a bossé en stage chez Saint-Hubert dans les études secondaires. Quand toi t'étais en école d'ingé et moi en école de commerce, on a eu un stage en commun. Donc c'est toi qui m'as fait rentrer dans ce stage et on a bossé sur des projets ensemble. Donc on était déjà cul et chemise dans la vraie vie. On était tout le temps ensemble. On a fait le 4L Trophy ensemble. On a fait le 4L Trophy ensemble. Enfin, on s'est jamais lâché. On partait en vacances ensemble et avec les autres potes du foot et avec Anto et avec pendant ce temps-là, Anto lui il t'a fait quoi, il était et le week-end il était au turbin lui. Le week-end il nous emmenait à la Costa. Il fallait payer le coca aussi. Putain, c'est Clam qui finance. Bon, à ce moment-là avec Max, ça y est, on avait un peu de sous, on était passé par l'apprentissage. Et donc du coup dans cette boîte là tout se passe bien, sauf que pareil, une aventure géniale, humainement j'ai beaucoup d'amis, humainement c'était une super aventure. Professionnellement, encore une fois, on me dit que je dois développer l'Europe et que je suis libre de le faire. Et puis finalement, en fait, on me demande d'aller dans les pays que j'estimais pas prioritaires. Alors, je me plantais sûrement. À l'époque, j'avais 27 ans, j'avais pas la science infuse. Par contre, j'ai ressenti de la frustration parce que du coup, les excellents résultats que j'avais dans les pays qui avaient pas été envisagés par le patron de la boîte, finalement, pour lui, ne compensait pas le fait que j'avais pas développé les pays qu'il voulait que je développe. Ah oui. Voilà. Donc je rentrerai pas dans le détail, mais du coup, en échec quoi. En tout cas. Alors que tu réussissais. Perçu comme un. Ouais, on a ouvert 900 magasins en un an, donc c'était pas un échec. Ah oui. Mais en tout cas, c'était pas là où il avait imaginé qu'on irait. Et à ce moment-là, du coup, on se voit avec Max, et puis et en fait, au bout de cette discussion, c'est là, ça arrive en fait au bout d'un an où on se rend compte que on aurait l'opportunité du coup de reprendre la boîte Enseigne Gambetta ensemble. Et par contre, c'était un entrepreneur, le patron. Donc quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit écoute, pas de problème. Il a fait en sorte que je puisse partir dans de bonnes conditions. Et, il a respecté tous les engagements qu'il avait vis-à-vis de moi. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et du coup, ça nous a mis le pied à l'étrier pour pouvoir reprendre la boîte avec Anto et Max. Et donc du coup, pour continuer sur l'histoire, à partir de ce moment-là, du coup, on a redémonté la boîte tous les trois. Donc globalement, ce que je faisais tout seul à l'époque, on s'est redivisé le périmètre, enfin on s'est redivisé les périmètres en trois morceaux, on va dire. Anto qui gère, comme je le disais, la prod, le côté plus technique. Avec Jocelyn, on s'est mis tous les deux sur le commerce. Et pour le coup, on a fait de la croissance et ça nous a permis de faire nos premiers recrutements, réinvestir dans les locaux parce qu'on déménage. On en est au 3e déménagement. On déménage 2 fois. Ouais. Et puis on double notre chiffre d'affaires et on fait de la croissance tous les ans depuis 2018. À ce moment-là, notre principale qualité, c'était déjà une qualité qu'avait eu Max pendant 2 ans, parce que c'était dur. Tenir à bout de bras une boîte artisanale, avec des tempéraments forts, des personnes qui ont 25 ans d'ancienneté, c'est dur. À être au four et au moulin, comme il le disait, il faut énormément de résilience. Et ça, c'est vraiment notre qualité fondamentale à tous les trois, c'est notre résilience. Demain, on sait qu'il nous arrive quoi que ce soit dans la vie, c'est pas grave, on ira faire les marchés ensemble et on se lèvera à 5h du matin, on gagnera notre croûte. Et à ce moment-là, c'est ça qui a été fort, c'est qu'on faisait... Parce que là, vous arrivez, vous êtes deux petits... Alors, excusez-moi, mais deux petits cons de 30 piges, tu vois, et vous êtes face à des gars de moins, sans doute, ouais, c'est ça, tu dis. Ouais. Et en fait, vous arrivez face à des gars qui ont 40, 50 ans. Comment ça se passe avec eux ? Ça dépend lesquels. Ouais, il y a eu un petit peu. Ce qui nous a fait grandir, c'est qu'on a eu des cas très différents en fonction des gens qu'on avait en face de nous. Donc, on a vu des situations très différentes, des situations très compliquées, et des situations qui se sont révélées plus simples. Mais ça nous a fait grandir. Effectivement, ces situations d'entrepreneurs, on les a vécues. Plutôt jeunes. On a eu un condensé, à moins de 30 ans. Donc en réalité, ouais, on a c'était pas facile à gérer évidemment, d'où la valeur ajoutée qu'on avait avec un Laurent au début de notre collaboration, parce que Laurent est resté du coup associé avec nous quelques années avant qu'il parte vers d'autres projets aussi personnellement. Et donc lui, il avait la maturité, il avait l'expérience, ça faisait déjà presque 10 ans qu'il entreprenait de son côté, puis surtout c'était un papa quoi. Donc il avait l'expérience et il pouvait nous aider aussi à résoudre quelques situations qui étaient compliquées. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais l'inventaire des équipes et puis tu te dis où est-ce qu'on va pouvoir emmener les personnes qui sont en face de nous là où nous on a envie d'aller maintenant ? C'est difficile parce que déjà
politique du changement, tout ça, t'es 4 personnes, tu penses pas à tous ces best practices là. Donc t'arrives, tu dis bah voilà là où on veut aller, et puis tu vois un peu comment ça réagit. Et donc en fait on a vécu, je pense, l'exhaustivité de ce qui peut arriver quand tu reprends une boîte, sauf qu'on l'a vécu avec 4 personnes, licenciement, requalification, et des personnes qui arrivent à se motiver et qui sont capables de dire ok, on vous fait confiance. Et à ce moment-là, c'est l'énorme force d'empathie d'Anthony qui a aidé aussi, vachement. Capacité à être là, à l'écoute avec eux. À ce moment-là, avec Anto et Max, en fait, on est un peu dans la meilleure des 3 situations. Parce qu'en fait, nous, on est dans les bureaux de Laurent, qui a des super bureaux dans Paris, et Anto, lui, est tout seul à l'atelier. Et en fait, c'est Anto au quotidien qui, avec les équipes, quand nous, on envoie un mail qui peut être mal compris, mal formulé, mal interprété, mal écrit, Mais qui aussi, il réinterprète. c'est lui derrière qui répare les pots Et cassés. qui se fait tirer dessus, c'est ça? Qui se fait tirer dessus, qui est patient, qui passe des heures au téléphone avec eux le soir pour leur dire mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, le prends pas comme ça, les garçons je les connais. Et donc en fait à faire franchement, c'est pas un gros mot, à faire de la psychologie avec les équipes pour essayer de faire en sorte que le lendemain matin elles soient motivées, parce que nous on a une particularité, c'est qu'on a un atelier de fabrication. C'est des gens qui travaillent avec leurs mains et qui travaillent avec leur cœur. Donc s'ils arrivent le matin Et qu'ils ont pas. et qu'ils sont dans l'émotionnel, comme ils sont censés travailler avec leur cœur pour faire les choses bien, c'est des gens qui mettent, nous on aime bien utiliser cette phrase, c'est des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage. Et ben en fait, si tu les as démoralisés, mais tout ce qu'ils vont sortir de toute la journée, c'est zéro en fait. Et à leur place, on serait sûrement pareil. Et Oui, Anto veut pas parler, donc bah, tant pis, hein, tu raconteras pas parce que j'aurais bien aimé avoir ton avis sur le sujet, mais d'accord. il a envie, Bien oui. sûr qu'il a envie Voilà. depuis tout à l'heure, mais il fait le. Je le vois bien là, faire le. Tu craches pas dans mon micro. Salut Anto, bienvenue. Merci. Ça va Anto? Ouais, nickel, merci. Est-ce que jusque-là, ça va ce que les mecs ont raconté sur toi? Ouais, T'es ok nickel. avec Ouais, l'idée? franchement, ça va, on Ok. va pas devoir se battre. J'ai pas trop écorché avec l'histoire du brevet. Tu Non, nickel. J'étais même venu en tongs et Maxime se foutait de moi parce qu'on voyait mes pieds tout noirs en dessous. Tes pieds tout noirs. Bah, j'ai posé mes pieds sur la table et du coup, j'ai dit, bah, j'attends que ça se finisse. Hein. Ouais, tu vois, l'exemple parfait pour les futures générations. Oui. Donc, ouais, non, nickel. Max, ouais, juste je reviens sur deux, trois choses. Max, on s'est connus en 5e. Et pareil, c'était mon voisin. Et Jocelyn, on s'est connus à peu près à la même époque, mais n'ayant pas été au lycée, j'ai pas les mêmes histoires Oui. avec eux, forcément. Donc moi, j'étais un peu plus en retrait personnellement. Parce que bah, je travaillais au quotidien avec mon père. Et puis après, bon, on avait quand même du contact. Donc on continuait de se voir de temps en temps. J'avais plus une vie d'adulte, boîte de nuit, sortie, les copains. Eux, ils étaient plus focus études et avancés. Et vraiment, je voyais en eux un futur pour moi aussi. Ah ouais? Ouais, parce que je me disais, dans mon réseau de potes très proches, j'ai 2 gars en qui je vois de la puissance, de l'envie et un certain, comment dirais-je, enfin tu vois, une force intérieure. Et c'était. c'est une séquence émotion là, parce que ça, je l'ai pas entendu. Mais ta gueule, Max, laisse-le parler. Enfin. Et du coup, Ils sont chiants, les mecs. ouais, non, mais ça, c'est les gars d'école de commerce. Ouais, Et du coup, bah ouais, franchement, c'était ça. Et je me disais un jour, envie d'entreprendre, t'as parlé de ça. J'avais envie parce que je voyais mon père au quotidien qui se battait avec sa petite boîte comme il pouvait. Et, Parce que ton horizon à toi, en fait, en vrai, c'était quoi? C'était de reprendre la boîte de ton père à un moment donné, c'est ça? Si tu rencontrais pas ces 2 zozos là. Enfin, en tout cas, mon horizon à ce moment-là, c'était plus comment je vais faire pour gagner ma vie sans me tuer le dos tous les jours. Ouais. Ça, c'était vraiment mon sujet. Tu voyais ton Je père. voyais mon père, j'étais avec le quotidien et en plus de ça, n'ayant pas de diplôme, tu te dis, bon, en France, pas de diplôme, ça va être dur. Mais par le biais de plusieurs rencontres, j'ai eu de la chance de faire du commerce, de bien m'en sortir. Et du coup, je pense qu'à un moment, ça a fait tilt aussi aux garçons. Un Maxime, par exemple, qui voyait son pote d'en face sans diplôme gagner très bien sa vie Oui. et se dire, ouais, ce con-là, malgré tout, on rigole, mais il y arrive à son niveau. Je crois, Otto, qu'on peut dire que t'es un mec. Enfin, moi, on a parlé 1 heure, mais pour moi, t'es brillant, vraiment. C'est juste, C'est gentil. tu rentrais pas dans les cases de l'école, quoi. Ouais, j'entrais Donc, pas tu trop t'es dans les pété cases. le nez. Enfin, tu fais partie de ces gens qui se sont pétés. J'ai un ami très proche qui a fait exactement le même parcours, tu vois. Tu sens qu'il y a une vraie intelligence en lui et tout, mais juste pas scolaire, quoi, tu vois. Et de te péter la gueule dans le milieu scolaire, de jamais réussir à l'école, finalement, quoi. Ouais, Ce et qui aussi, fait pas de toi un moins bon, ouais, moins bonne personne à la fin du cursus, quoi. bien sûr, mais souvent, t'as
t'as souvent le recul. Quand t'as du recul, tu te dis, bon, bah, en France, sans diplôme, t'es un peu catégorisé de. Tu dis, on se casse le nez, mais en réalité, on se met aussi des croche-pattes nous-mêmes. La réalité, c'est que j'aurais pu aller plus loin, mais je me dis, bon, on va s'amuser un peu. L'école, c'est drôle, on a les copains, on s'amuse, et on pense pas au futur. Ouais. Donc, moi, c'était ça, mon point de vue, c'était j'y vais, je me marre. Et puis. Et puis tu me disais que ton père était lui-même immigré, que C'est ça. donc il n'a pas non plus il t'a pas filé les cartes, tu vois, pour. Ouais, à la maison, on n'a pas les codes de l'école parce que c'est des Mm. gens qui sont issus de l'immigration, ils sont venus du Portugal très jeunes, pas d'école, donc pas de suivi de ce qui se passe après l'école. Donc t'es un peu livré à toi-même et tu Mm. fais un peu ce que tu veux en réalité, avec des règles très strictes, mais d'un point de vue scolaire, c'est très classique, on va dire. Mm. Donc voilà, le cursus c'est ça, je me suis dit bon, les gars ils sont brillants, je vais les suivre et un jour il y aura une opportunité ensemble. Ok. Et puis, on verra ce que c'est. Et effectivement, on en est arrivé là. Et moi, donc, j'ai repris la partie technique, la partie prod. Et effectivement, les gars, 30 ans de boîte, t'arrives, toi, t'as 27 ans, tu connais pas l'enseigne, t'es maçon, c'est bien, t'as une maîtrise un peu technique du bâtiment, mais c'est pas notre métier. Sachant que tu viens les insulter si tu dis que tu connais quelque chose dans l'enseigne et que tu sais même pas ce que c'est une LED, ce qui était le cas à ce moment-là. Moi, je vois une LED, je me dis, ok, c'est bien, tu branches deux câbles, ça fonctionne, quoi. Et ils me disent, ok, c'est bien, donc Une retourne LED, dans le c'est bureau. c'est les petites, c'est les loupiottes, hein, c'est ça. Ouais, les c'est ça. LED, ouais. C'est ce qui illumine nos enseignes. Et donc, du coup, voilà, toute cette partie technique. Donc tu t'es fait bâcher la gueule, c'est ça, en arrivant là, c'était pas forcément très très sympa avec toi. Ouais, je dirais que c'est surtout de l'inconnu pour eux. Ils se disent, qu'est-ce qui va se nous passer? arriver, ouais. Parce que c'est des jeunes, ok, ils ont une vision, mais par contre, est-ce que nous, on est en adéquation avec ce qu'ils veulent faire? Et surtout, est-ce qu'ils vont pas nous manger tout cru, en fait? Parce que tu vois deux profils comme Max et Jocelyn, comment dirais-je, très scolaires, très à focus chiffres, avancés, tout ça. École de commerce, Danone, ingénieurs, machin. donc des gars vraiment très carrés, Ouais. très droits, très structurés. Malheureusement, la boîte ne l'était pas à ce moment-là. Parce que Max, dans le quotidien, il devait un peu rattraper tous les aléas. Et donc, eux, ils se disent, bon, comment ça va se passer avec ces deux nouveaux gars, quoi. Et donc là, le boulot, c'est de dire, ok, faites-moi confiance, je suis là avec vous, les garçons, je les connais, vous pouvez leur faire confiance, mais on va y aller tous ensemble, quoi. Ok. Et à partir de là, comment ça se passe alors? Parce qu'une fois que vous avez... Il rend le micro. Tu reviens quand tu restes là, hein? Oui, t'en vas pas, hein? C'est trop intéressant ce que tu racontais. Le mec qui veut pas parler et qui parle super bien. Comment ça se passe à partir de là alors dans votre trio par rapport à la reprise de la boîte? Est-ce que vous avez vraiment une idée de vous dire ok, en fait il y a vraiment moyen de faire grandir cette boîte que vous reprenez qui est dans le dur, hein, si j'ai bien compris à l'époque? Quand vous reprenez la boîte, elle en est où? Ouais, en fait, déjà, Maxime, la boîte, elle en est où? Ça fait 2 ans qu'elle stagne. Donc, ça faisait, donc, déjà, Maxime, il a quand même réussi, le super job, qu'un un dirigeant qui avait énormément de poids, hein, la personne à qui il a racheté la société avec Laurent, se retire du jour au lendemain du paysage de l'entreprise et maintenir le chiffre en n'y connaissant rien, pendant 2 ans. Donc, ça, c'était déjà une prouesse. Et en fait, Maxime, il nous connaissait, donc il avait déjà une idée de ce qu'on pourrait faire. Il a dit, moi, évidemment, commercialement, je vois des opportunités toute la journée, simplement, j'ai du mal à les traiter. Anthony, avec son savoir-faire, son empathie, il n'y aura pas mieux que lui pour réussir à embarquer des artisans dans le projet. Et puis, il voyait en moi le côté ingénieur, où moi, tout ce qui est administratif, tout ce qui est taf de bureau, gérer la partie administrative dans le sens très large, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Et donc en fait, il voyait bien qu'on pourrait, dans un premier temps, alors moi je venais un peu du monde des grands comptes, donc moi je pourrais un peu me focaliser sur les grands comptes pendant que Maxime continuerait à développer les commerçants. Et puis au fur et à mesure qu'on a grandi, Maxime a repris tous les comptes. Moi, l'administratif a grossi, donc je gère davantage de tâches. Et puis Anthony aussi a pris la main sur toutes les opérations. Pour donner un peu une idée aux gens, en fait, comment la boîte a grandi depuis que vous êtes arrivé? Je sais pas, en termes de chiffre d'affaires, de salariés, etc. Sur les 2 premières années, entre 2016 et 2018, pour donner des idées de chiffre d'affaires, la boîte a fait entre 2016 et 2018, on fait 450 000 euros de chiffre d'affaires. À l'arrivée des garçons en 2018, on clôture l'année à 710, je crois, quelque chose comme ça. L'année d'après, on doit faire 1 million. L'année d'après, 1 million 3, quelque chose comme ça. Covid. Donc on passe, pendant le Covid, on passe quand même de 900 000 exactement à 1,3 million.
Ah ouais. Puis derrière, on continue. Je crois qu'on doit faire 1,8 million l'année d'après. Puis, 2,5 millions. 2,5 millions. Et là, cette année, on est à 3 millions. Donc, en fait, on a une croissance régulière. Il faut corréler tout ça aussi au contexte assez particulier. C'est qu'on a eu, effectivement, comme tu le disais, on a eu Covid, on a eu Gilets jaunes. Donc, Gilets jaunes, c'est ni plus ni moins que des énormes manifestations qui ont impacté le chiffre d'affaires de tous les commerçants parisiens et les fréquentations des boutiques. Parce qu'il faut recentrer là ce qu'on fait. Nous, notre métier, c'est on va installer les façades des commerçants. Ouais. Donc quand il y a les gilets jaunes et que pendant 2 mois tu peux pas rouler sur le périph', nous tous les jours on a 3 camions qui partent de l'atelier pour installer 5 enseignes par jour. Donc en fait quand Paris est bloqué, notre travail est bloqué. Nous en fait la distribution elle est impossible de nos produits. Donc effectivement on fait de la croissance chaque année, de la belle croissance chaque année, dans des contextes qui sont chaque année différents et pas forcément très positifs, on va dire. C'est la vie d'entrepreneur. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. On a la chance de s'être entouré d'une équipe formidable. Aujourd'hui, du coup, pour donner des chiffres, quand on reprend en 2016, du coup, avant les garçons, on était 4. Donc avec les garçons, on est 7 du coup. Et puis on est maintenant une trentaine de personnes qui sont réparties entre l'installation, la production et les bureaux, donc le commerce, le graphisme et les fonctions support. Donc oui, on passe d'un extrême à l'autre, même si aujourd'hui on n'est pas gigantesque. La marche en avant, elle est quand même très grande pour une activité comme la nôtre. C'est quoi votre idée parce que en fait, je vous vois bien là tous les deux, effectivement, comme tu disais Anto, sortir d'école de commerce, l'ingénieur et tout. Vous aviez une opportunité de vous dire, ok, bah on a un savoir-faire et on a un savoir-faire, on a des clients, etc. On va aller fabriquer tout ça en Chine. Ou je sais pas où, au Bangladesh, ou peu importe. Mais en fait, vous avez décidé de tout internaliser. Et Anto, tout à l'heure, tu me racontais que vous avez même acheté de plus en plus de machines et que vous continuez à acheter des machines. C'était quoi un peu En fait, est-ce que vous vous êtes dit, ok, l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir un truc un peu pérenne et ultra local et d'internaliser le maximum, quitte à peut-être gagner moins d'argent à la fin, quoi. Ce qui lie de nos décisions, de toute façon, c'est les clients. Et quand tu es à Paris, les clients ils sont pressés. Ok. Donc la logique d'internaliser, pour le coup, elle est logique. Internaliser, pardon, c'est avoir la flexibilité, pouvoir produire vite et aller installer aussi rapidement. Donc en réalité, dans un cas de sous-traitance, c'était pas satisfaisant pour nos clients. Et ce qui est pas satisfaisant pour nos clients, c'est pas satisfaisant pour la croissance de la boîte et pour le bien-être des collaborateurs. Donc effectivement, on a eu cette logique assez vite de se dire, on va continuer l'artisanat comme on sait le faire, mais on va rentrer dans l'artisanat 2.0 en y intégrant du numérique. Donc en fait, toutes les machines qu'on a en bas, qu'on a pu te présenter avant cet épisode, c'est des machines à commande numérique qui permettent de faciliter le métier de l'artisan. Donc il y a encore évidemment une partie manuelle qui est très très prononcée chez nous, parce que le métier, parce que l'assemblage et la fabrication le veut, mais tout ce qu'on peut numériser, on l'a numérisé à l'aide de machines. Donc on a investi effectivement dans beaucoup de machines très pointues et très performantes. Je veux bien t'entendre parler, Anto, là, parce que tu m'as fait faire le tour, là. Je me suis dit, ok, d'où il sort ce gars-là? Tu t'en parles avec une telle passion de tes machines. Oui, parce que moi, en étant maçon, je faisais tout de mes mains. Oui. Et là, effectivement, c'est des machines qui te permettent d'aller plus vite, de faire un boulot un peu plus précis. Parce que comme je t'expliquais, avant, c'était vraiment à l'ancienne. Donc tu mettais un rétroprojecteur, tu traçais ta lettre, tu venais l'assembler et du coup, t'obtenais une lettre boîtier. T'essayais d'obtenir au moins une lettre boîtier à peu près propre. Ouais. Aujourd'hui, l'avantage de ça, une lettre boîtier, c'est une lettre, un socle. C'est un socle, exactement. C'est ce qui fait aujourd'hui le relief d'une lettre quand tu la vois sur une façade. Pardon, je parle technique, mais pour moi c'est logique, mais c'est vrai que tout le monde ne comprend pas. Je suis là pour ça. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, déjà, comme disait Max, d'un point de vue, le marché veut ça, et d'un point de vue aussi humain. Pour être totalement transparent, nous on s'est dit, l'humain, les gars, ils sont pas faciles. J'imagine supporter ça, se dire. T'as commencé dans le dur. En plus. Ouais, tu te dis bon, c'est compliqué. On voyait beaucoup d'acteurs du marché local faire ça, c'est-à-dire commander à droite à gauche, pas forcément en Asie, mais dans d'autres pays, et assembler, pré-assemblage ou alors monter direct. Nous, on s'est dit ça au début, on s'est dit on va se faire kiffer, on va se faire un bureau, on va être tous les trois, on va s'éclater. Et au fur et à mesure, Jocelyn et moi, nos parents viennent de l'artisanat, et on s'est dit c'est quand même sympa d'avoir des gars, c'est quand même sympa de fabriquer nous-mêmes. Et au fur et à mesure, en voyant le contexte aussi, Covid, les pays qui sont fermés, on s'est dit, en fait, avoir sa propre
sa propre industrie en interne, ça permet aussi de faciliter la vente, de maîtriser les coûts et de se dire, bon, bah là, t'embauches des gens, tu vis une vraie aventure humaine. Donc réellement, les humains sont durs, mais ils t'apportent aussi du plaisir au quotidien et que t'as pas avec une machine, quoi, en réalité. Donc voilà, après, niveau machine, ouais, on s'est équipé au fur et à mesure avec l'argent qu'on a gagné. Et, Vous pareil, réinvestissez, quoi. C'est ouais, on ça. réinvestit tout dans l'humain, par la partie le commerce, graphisme et tout ça. La production et la pose aussi, parce qu'on a internalisé aussi la pose, pardon. Donc pareil, on fait partie de ceux qui pensons que tout internaliser, c'est vraiment une vraie force. Et donc on a investi dans l'humain et dans la machine. Donc vraiment tous les ans, dès on parle de chiffres, hein, tous les ans on faisait du chiffre, on gagnait un peu de sous, on le réinvestissait directement. Donc voilà. Après, Et vous avez de plus en plus de machines, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ouais. qu'au départ, vous étiez vraiment dit, on produira le moins possible, et là, vous êtes un peu en train de partir à l'opposé, quoi. Ouais, bah en termes de machine, on avait une machine, donc c'est simple, hein, ça allait pas très loin. Et on avait un petit local de 150 mètres carrés. Au bout de 2 ans, on est passé à 450 mètres carrés. On a racheté une machine plus grande, ce qui a permis de faire plus d'enseignes. On a commencé à embaucher plus de personnes. Et ensuite, on s'est dit, dès qu'on est arrivé, peut-être 1 an après, on s'est dit, il faut qu'on trouve déjà un plus gros local. Ah ouais. Maxime, il a une phrase qui me dit toujours, c'est plus le bocal est gros, plus le poisson rouge il grossit. Donc, C'est une bonne phrase. Anto, cherche-moi un local, il faut qu'on grossisse. Donc, on va y mettre des belles machines, on va investir. Donc, tout de suite, après le deuxième déménagement, on s'est mis en recherche de local et on a trouvé celui-ci où on est actuellement. Vous êtes à Pour pouvoir Romainville, donc vous avez un grand dépôt, c'est ça? Ouais, Romainville, actuellement, on est passé de 450 à 1500 mètres carrés, Waouh. dont 890 d'activités, 300 de bureaux et 300 de kiff. Donc, on s'était dit avec les garçons, le jour où on a un local, on a la place, on met un terrain de foot. Il te l'a dit, Maxime. Donc, on a été sur les enchères. Et tous les trois, comme des gosses, on s'est payé notre terrain de foot. Vous êtes allé sur les enchères? Ouais. On l'a acheté, on l'a acheté aux enchères. On a acheté pas cher. Oui, c'est Parce pour que, faire en sorte de dépenser le moins d'argent possible, quoi. C'est cool le kiff, mais... Une bonne gestion au bon père de famille. Donc l'argent, tu le jettes pas par les fenêtres. Tu fais attention à ce que tu fais. Donc tu peux te faire kiffer, mais en ayant un budget. Pour être transparent, on a payé 1500 € le terrain. Ah ouais, Ouais, ok. on a fait une belle affaire. Et on a été le démonter tous ensemble avec une partie de l'équipe. Et puis, belle aventure sur le périph' avec un terrain de 7 mètres qui dépasse du camion, des sacs de sable, les mecs tout, plein de traces de suie, parce qu'il faut savoir, dans un terrain de foot comme ça, t'as du sable. Bah, On oui. a sorti 4 big bags. Je sais pas si tu veux. Je sais pas ce que c'est. On va dire, chaque sac, ça fait une tonne. Ah On a ouais. tout ramassé avec une pelle pour ramasser les ordures, si tu vois l'idée. Ça nous a pris peut-être 8 heures ou 9 heures. En mode, vas-y, on y va, ça va être facile, tu vois. Et en fait, Bah non, on a Ça- vraiment galéré. c'est la vie de l'entrepreneur. Mais ça. c'était sympa. Vas-y, on y va, ça va être facile. C'est Non, ça. c'est jamais C'est facile. exactement ça. Exactement. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et voilà, les machines aujourd'hui, elles sont là et nous permettent d'avancer beaucoup plus vite et d'être plus précis. Ok. Parlons un peu de votre association à 3 en tant qu'amis. Tu sais, moi j'aime bien parler de relations. En fait, les relations, c'est des écharpes, tu vois, dans ma vie, dans ma tête en tout cas. Et en fait, entre vous, vous avez chacun une écharpe d'amis, mais vous avez aussi, par exemple, une écharpe d'associés. Et puis, tu disais tout à l'heure que tu travaillais avec ton cousin. T'as une écharpe de famille, en tout cas avec ton cousin, tu vois. C'est toi qui ça. Et moi, il y a ma sœur. Il y a ta sœur, bah voilà. Et donc aussi d'employé à salarié, enfin de patron à salarié. Enfin, c'est trop intéressant, je trouve. Comment ça se passe entre vous, l'écharpe de réussir à concilier à la fois l'écharpe d'amis et l'écharpe d'associé, quoi. Je veux bien vous entendre tous les trois, hein, d'ailleurs, sur le sujet. Hein. Bon, là, on a tous les trois plein de choses à dire. Vas-y, commence. C'est toi qui nous as mis là-dedans. C'est clair. Bon point. Moi, comme je le disais précédemment, moi, ça a été vraiment un driver de pouvoir travailler avec mes amis. Enfin, le fait de pouvoir être dans une relation d'extra confiance dans le business, c'est hyper important pour moi. Ça me permet d'avoir plus de conviction et en tout cas, voilà, moi, je conçois le business avec une grosse part amicale, en tout cas sur le côté association et dans le côté de ma team en fait. Alors j'entends ce que tu dis, mais tu sais aussi qu'il y a plein d'histoires d'amis justement qui ont fini par se planter des couteaux dans le dos parce que le business a pris le dessus justement sur le. C'est vrai. On essaye de faire hyper attention à Je ça. ne souhaite pas ça, hein, mais c'est une vraie réalité, quoi. Non,
Non, alors c'est pas évident d'être associé et d'être ami en même temps. On se rend compte qu'au quotidien, on a beau être sur les bureaux qui sont à côté et être dans le même espace et dans le même open space. Moi, il y a des moments où je dis aux garçons, j'ai l'impression qu'on s'est pas parlé de nos vies perso depuis une éternité, parce qu'en fait, le boulot a tendance à aspirer tous nos échanges. Donc, on essaye de prendre le temps, on se fait violence en tout cas, de se voir en dehors aussi, de déconnecter, d'aller prendre des verres ensemble, de se voir avec nos conjointes respectives et de passer un petit peu de temps off. Oui, parce que vos femmes se connaissent, sont très... Enfin, c'est un bobine, tout ça, c'est trop bien. Ouais. Évidemment. Ouais, bien on sûr. est... on est associés, on est amis, mais on est aussi meilleurs potes. Donc évidemment, il y a des relations qui sont très fortes. Nos potes de potes, nos parents, enfin tout le monde se connaît globalement. Bah oui. Donc voilà, c'est pas évident de concilier les deux, mais dans notre cas, ça marche très bien. Je sais qu'il y a évidemment des cas où ça marche pas aussi bien que nous, et je pense qu'on est béni que ça fonctionne de cette manière-là. On a de la chance, mais c'est aussi un travail quotidien de se dire, voilà, on est un peu moins bien en ce moment. Venez, on sort, on se fait un truc un petit peu en dehors. Est-ce que vous avez mis en place des garde-fous? Vous avez pensé à des garde-fous? J'avais interviewé Monsieur Poulpe dans l'histoire de succès, qui, avec son associé, qui est aussi une super amie, ils avaient mis dans leur statut qu'en fait, tous les ans, pour la remise des comptes, etc., enfin, tu vois, l'Assemblée Générale, ils étaient obligés de venir en slip. Afin de dédramatiser le truc. Et je trouvais que c'était vraiment, ils l'ont mis dans leur statut, hein, vraiment. Donc c'est écrit. Non, oui. Et donc je trouve ça assez génial de l'avoir, tu vois, d'y avoir pensé en amont de la boîte, de la création de la boîte, et de se dire on va faire en sorte d'être obligé de venir en slip parce que ça va nous faire redescendre sur terre, même s'il y a des prises de tête entre nous. En fait, on sera en slip. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise de mal, quoi, tu vois? Bon, voilà. Je sais pas. Vous y avez pensé? C'est un truc auquel vous avez conscientisé entre vous? On s'est vu beaucoup de fois en slip dans le vestiaire du foot. Oui, donc on n'a pas eu ce besoin-là une fois qu'on a entrepris ensemble. Mais c'est pas pareil chez tu vois, c'est pas pareil, c'est l'expert comptable, hein. Ah ouais, tu vois. Pauvre comptable, s'il nous voit tous les trois en slip. Ouais. C'est un sujet tellement vaste. Nous, ce qui fait que ça marche, déjà, c'est la confiance. Le jour où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'association. Je comprends pas les gens je comprends pas, et en même temps, ceux qui réussissent, bravo, parce que je serais incapable de le faire, ceux qui entreprennent seuls. Enfin, quand t'es trois, en fait, il y en a toujours un qui va mieux que les deux autres. Donc ça, c'est génial. Ou alors qui va... En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein, ouais. C'est toujours... Et donc, en fait, c'est ce qui fait que ça... Mais ça peut aussi être 2 contre 1. C'est-à-dire que pour moi, il y a aussi un truc qui peut être compliqué, c'est de gérer le 2 contre 1. Confiance et communication. En fait, c'est bateau, mais en fait, ce qui fonctionne bien, c'est... Alors nous, on fait des choses ensemble. Hein. On se réunit une fois par an, que tous les trois. Vous faites quoi alors, dans ce cas-là? On part un week-end. On bosse une journée. On bosse le matin, l'après-midi, on prend du temps pour nous. Ok. Et souvent, d'ailleurs, les plus 1 nous rejoignent. Et puis maintenant, les plus 2, plus 3. Bah oui, les enfants. Nous rejoignent. Donc, c'est vraiment... Franchement, c'est bateau. On n'a pas de secret. Le secret, c'est vraiment... C'est de se rappeler. Toujours essayer de se rappeler. On en parlait ce midi. Toujours prendre la photo des raisons pour lesquelles tu as fait les choses à un moment donné. Et donc, du coup, en fait, c'est se rappeler pourquoi on est tous les trois. De comment... Même si des fois, on s'énerve. Hein. Oui, j'allais dire, vous on connaît nos qualités, on connaît nos défauts. Donc en fait des fois, mais à ce moment-là, c'est toujours se rappeler se rappeler du bon, toujours se rappeler de ce que l'autre t'apporte. Et on est ni l'un ni l'autre, ni le troisième, on est les meilleurs dans ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'on fait des erreurs, on n'est pas Maxime commercialement, il fait des erreurs. Moi dans la gestion d'entreprise, je fais des erreurs. Anthony dans la production, il fait des erreurs. Mais par contre, ce qui fait que l'association, elle marche avec eux, elle marcherait pas avec d'autres, c'est la confiance infaillible qu'on a les uns dans les autres, où on sait que quoi qu'on fasse, même si on se trompe, on l'a pas fait exprès parce qu'on a le même objectif tous les trois, ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est super puissant. Et donc en fait, quand ça va pas, tu te rappelles que le mec que t'as en face de toi, à la base, il veut la même chose que toi. Donc il s'est planté, mais c'est pas grave en fait. Il sait pas ce qu'il voulait faire. Tu vois ce que je veux dire ? Comment vous faites pour vous engueuler ? Anto, t'as pas parlé, hein. Ça va être difficile de dire autre chose que la confiance en réalité. Ouais. Pour l'association, comme je t'ai dit au début, moi, je suis venu parce que je voyais en eux une vraie force. Et en plus de ça, quand t'as pas de diplôme, je reviens sur ça, t'as un peu le complexe d'infériorité. Tu vois ? Donc moi, je me suis dit, dans tous les cas, Anto, t'as rien à perdre. Tu viens avec tes amis. Moi, je suis venu vraiment à la base pour l'amitié.
Moi, j'ai vu Max dans des situations où j'avais pas envie de voir un ami. Du coup, je me suis dit de toute façon, pardon, l'argent, c'est pas le principal. On vient, on tente, on va se faire kiffer. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte des forces et des faiblesses de chacun. Moi, j'avais jamais bossé avec eux, ils avaient fait beaucoup de stages ensemble. Donc moi, j'avais beaucoup à prouver, Ouais. tu vois. Je savais qu'eux, ils savaient bosser ensemble. Comme ils t'ont dit, ils étaient dans les bureaux dans le 20e. Moi, j'étais tout seul à l'atelier. J'avais cette pression de me dire, faut que ça tourne, parce que si ça tourne pas, ils vont dire, Anto, c'est un peu une pipe, quoi. Donc, ça fait marrer Max, mais c'est la réalité. C'est moi, une j'avais pipe. une pression par rapport à ça. Cette expression est incroyable, c'est une Ouais. pipe. J'avais jamais entendu, mais. Max me le dit souvent. Il te dit t'es une pipe. Je sais pas comment je dois le prendre. Je dis pas que t'es une pipe, évidemment. Et donc, du coup, il y avait cette pression. Et en fait, si tu fais pas confiance à tes deux autres potes qui sont de l'autre côté de Paris, à l'aveugle, bah, tu fais rien, en fait. Parce que sinon, t'es toujours en train de te remettre en question et tu te dis, bon, bah, en fait, je suis en train de faire ça pour rien. Et donc, non, je l'ai fait pour eux. Je pense que eux le font pour moi. Et en fait, quand ça va mal, moi, j'ai pas de tabou avec eux par rapport à ça. Je sais que j'ai pas le même caractère. Je fais un peu plus les choses au feeling. Je suis un peu moins carré. Du coup, bah, des fois, ça tiltait un peu, tu vois. Je te sens un peu plus impulsif aussi ou pas? On a déjà ensemble là. Non, en réalité, c'est. Je vous sens, je suis un peu. titille un peu là. Ouais, c'est vraiment depuis qu'on est gosse, on fait ça. Donc, on aime bien se chercher. Par contre, non, je dirais que je suis celui qui a fait le plus de travail sur lui-même parce que je suis quelqu'un de base assez sanguin. Et donc, bah, au quotidien, avec des hommes et des femmes, tu dois prendre du recul. Donc, j'ai réussi à faire ça. J'y arrive pas toujours, mais je fais au mieux. Mais dans ce que je disais, c'est que ouais, on n'a pas les mêmes caractères, mais en fait, t'apprends à connaître tes amis dans le travail. C'est pas pareil. Tes potes, quand t'es dehors en boîte ou au foot, bah, t'apprends à les connaître, mais d'une façon différente au boulot. Et au boulot, on bosse pas pareil, donc on a appris à se connaître. Je pense comme un couple, on s'est tourné autour pour comprendre comment chacun fonctionnait. Et au final, comme dit Jocelyn et comme dit Max, on a 100% confiance. Moi, c'est pas des amis, c'est des frères. C'est-à-dire que nous, dans ma famille, tu trahis pas ton frère. Donc, on a le même objectif, on va de l'avant. Et comme il disait Jocelyn, si demain ça se passe mal, on ira vendre des chaussettes sur le marché. C'est pas grave, tu vois. Ah, vous êtes vraiment convaincu de ça? C'est-à-dire que, ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, pareil, j'admire les mecs qui font des boîtes tout seuls et qui arrivent et tu vois, enfin, c'est un vrai exemple. Mais en réalité, moi, j'aurais pas envie de le faire. C'est-à-dire, moi, tu m'aurais demandé de monter une boîte tout seul. Même la boîte de mon père, tu vois, je l'aurais pas repris, en réalité. Parce que c'est pas. Ton père est tout seul pour le coup. Mon père, il bosse tout seul. Enfin, ouais, il gère sa boîte tout seul. Moi, je l'aurais pas fait, parce que je trouve que c'est trop compliqué. Et si vraiment j'ai pris plaisir à devenir entrepreneur, c'est grâce aussi à eux. En fait, ils me donnent un coup de main au quotidien pour avancer, et j'essaye de le faire aussi à mon niveau, quoi. Donc, je pense que ouais, c'est ça, la confiance, et on y va, et on verra ce qui se passe de toute façon. Et donc, du coup, pour rajouter, comment on fait pour s'engueuler? En fait, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas le souvenir, en 5 ans, d'avoir eu une grosse engueulade. Donc, en fait, 6. On fait signe dans le micro, dans l'oreillette que c'est 6 ans. J'ai pas le souvenir d'une grosse engueulade. Généralement, comme disaient les garçons, la communication, etc., fait que on fait beaucoup de préventif et on essaye de se dire les choses bien avant que ça pète. Donc, en réalité, je pense j'ai pas le souvenir d'une grosse engueulade une fois, mais c'était un petit peu off. On essaye évidemment de s'isoler et de pas faire ça devant les équipes. C'est toujours mieux. Donc il se passe beaucoup de choses en off. En tout cas, toutes nos discussions très formelles, elles sont off. Pour garder de la confidentialité, pouvoir challenger nos idées à voix haute. Oui, puis que les salariés ils voient pas papa et maman, en tout cas papa et papa s'entre-déchirer la gueule, quoi. Tu vois, c'est toujours bien, quoi. Ok. Et comment vous définissez, tu parlais tout à l'heure vous partez pendant tous les ans pendant un week-end. Comment vous définissez ensemble, je sais pas, une vision de boîte? Est-ce que vous êtes aussi hyper raccord sur le truc et que c'est hyper fluide, il y a pas de problème entre vous? Oui. Je n'ai pas de fin à cette question, voilà. Ça fait le lien avec quelque chose dont je voulais parler, c'est les équipes. Je pense qu'on est raccord sur le fait que l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi une aventure humaine. Et donc, le fait de bosser au quotidien, avec ses meilleurs amis, c'est super, mais 2, avec des équipes qu'on apprécie autour de nous, c'est fondamental. Et donc, on est très alignés là-dessus. Donc, le développement de la boîte passe par le recrutement d'équipes et par le recrutement de collaborateurs qu'on apprécie, et donc pour le coup on est assez raccord là-dessus. Et donc je pense que ce qui nous pousse à continuer à évoluer, c'est aussi continuer à fédérer des équipes autour de nous et faire avancer un projet commun.
et sur la vision plus stratégique, on va dire, de l'entreprise, en fait, on se challenge continuellement. Là, on a un gros projet. T'entends pas parler. Bon, là, on est beaucoup sur le côté de l'entrepreneur entre potes, mais on pourra refaire le même temps de discussion sur la stratégie qu'on a pour l'entreprise. On a une stratégie qui est très précise, une stratégie qui est partagée avec les équipes. On vient de faire monter nos managers intermédiaires, qui sont des personnes qu'on a vu grandir dans l'entreprise. C'est pas des gens qui ont des bacs plus 5 écoles. Vous avez créé un râteau, quoi. Ça y est, vous êtes. Ça y est, il est créé de personnes dont on a extrêmement confiance. On l'a créé aussi parce qu'on savait que dans leurs équipes, on avait des personnes dont elles peuvent avoir absolument confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'on les a pas lâchés là et bonne chance, maintenant faites vos équipes. On a tout construit et ensuite on leur a dit ok, naturellement vous avez émergé comme les responsables, donc ce sera vous. Et donc avec eux à présent on construit la vision de l'entreprise. Donc nous en fait on va dire qu'on impulse la vision, donc ce qui est très loin. Et donc là on a rejoint, on est un atelier très moderne. Aussi sur la partie stratégique. Donc là, on rejoint un accélérateur de la BPI qui s'appelle Néo Pivot, parce que l'avenir de notre entreprise se fera dans la tech. Ok. Voilà. Tout le monde le sait, la bulle des startups a un peu pété. Et donc aujourd'hui, les nouvelles ambitions de l'État, c'est plutôt de prendre les entreprises industrielles et les faire monter et sur les aider à l'aspect tech. Scaler. Okay. Voilà, grâce à la tech. À scaler, putain, le mec, ça y est, on est sur LinkedIn. Ouais, là, non, mais là, tu m'as chauffé avec la vision, là. donc voilà. Et donc, à grandir pour les gens qui ne l'ont pas. Ouais, à passer à l'échelle, à faire vraiment à décorréler finalement, à décorréler les investissements dans l'humain du business. Voilà. Pour faire en sorte que tout le monde puisse continuer à faire des jobs intéressants. C'est-à-dire qu'on automatise tout ce qui peut l'être. Tout ce qui est répétitif parce que c'est pas intéressant. Nous aujourd'hui ce qui fait kiffer tout le monde c'est qu'on fait des projets tous les jours différents, 100% personnalisés, 100% sur mesure, jamais le même, on fait pas de série et donc tout ce qu'on peut automatiser on l'automatise. Voilà pour ça. Et donc sur cette vision qu'on a là qu'on a arrêté pour symboliquement pour 2028, on est aligné à 200% et ça on l'a construit tous les jours, mais en fait c'est pas quelque chose, nous on n'est pas des entrepreneurs où on s'est levé un matin je me suis rendu compte que les gens passaient trop de temps à attendre le bus, donc j'ai inventé une application pour plus attendre le bus. Enfin, nous, c'est pas ça, tu vois. Nous, c'est on avait un atelier de fabrication, on avait des gens qu'on aimait, des gens qu'on avait envie d'emmener avec nous, et naturellement, quelle est la meilleure destination vers laquelle on peut aller tous ensemble en s'éclatant. Et c'est ça qui définit en fait la vision de la boîte. Ok. Anto, t'es aligné avec ce qu'il raconte ou alors t'es pas du tout d'accord? Non, je suis totalement d'accord. Après, ouais, c'est ça, en fait, on se challenge au quotidien. On n'est pas forcément d'accord à la base. On a essayé plein de choses. En tant qu'entrepreneur, tu testes. Et donc, tu arrives à la fin à trouver quelque chose qui nous correspond à tous les trois, en réalité. Donc, c'est ça, c'est du quotidien et de se challenger systématiquement en disant aux équipes, voilà, est-ce que ça vous plaît ou pas, pardon. Donc, t'aimes pas, ok, on y va pas. Donc, on a aussi envie d'emmener les équipes avec nous. Sinon, il n'y a pas d'intérêt en réalité. Tu vois, une vision, c'est une vision de l'entreprise en général. C'est pas une vision de 3 gars comme IG5 qui se sont levés un matin en disant on va faire ça. C'est ok, vous êtes ok, on a ça vous plaît, on a challengé les équipes et on a réussi à tomber sur un projet qui est assez sympa. Non, mais c'est cool. Je trouve qu'on n'entend pas assez et merci Léa qui nous a mis en contact. Hein. Ouais, je trouve qu'on n'entend pas du tout assez des jeunes entrepreneurs de 30-35 piges avoir cette vision-là et surtout revenir aussi dans l'artisanat, quoi, tu vois, de se dire ok, bon, on va prendre comment on fait pour créer une boîte humaine, en fait, parce que c'est pas forcément trop ce qu'on voit trop sur LinkedIn. Et c'est un peu dommage. Ouais, une boîte humaine et en dépoussiérant un marché existant vieux comme le monde. Ouais. Ouais. Et puis, vous avez des vidéos de votre atelier, de comment vous avez fait tout ça? Ouais, je mettrai des liens pour que les gens aillent voir, parce que c'est vraiment passionnant à voir aussi ce qui se passe derrière ce que vous racontez, quoi, le discours, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je vous ai pas amené, dont vous auriez aimé causer? La culture de la société, la culture de boîte. Allons-y, employons les gros mots. Alors, c'est parti. La culture d'entreprise, très bien. Alors, monsieur école de commerce, Max, très bien. J'aime pas qu'on me mette l'étiquette école de commerce, mais... Tu l'as fait, t'assumes. Non, on parle d'équipe et ce qui est fédérateur aussi chez nous, c'est les valeurs que nous on véhicule et qu'on a voulu faire rayonner auprès de notre management intermédiaire. Donc ce qu'on évoquait juste précédemment, qui du coup rayonne sur l'ensemble des collaborateurs, vient de tout ce qu'on a pu mettre en place
place les locaux, l'ambiance qu'on a pu créer, etc. Et ça, pour le coup, c'est aussi dépoussiérer notre métier avec des codes un peu différents et rendre ces métiers-là accessibles et sexy. Parce que le problème qu'on a eu quand on a commencé, c'est qu'on s'est rendu compte que trouver des gens qui partageaient nos valeurs et qui avaient envie de s'engager dans une entreprise comme la nôtre, ils sont très rares, ces gens-là, parce qu'ils ont pas forcément de gens dans leur entourage qui connaissent ces métiers-là. C'est pas évidemment ce qu'on communique sur LinkedIn, et c'est pas forcément les sociétés qui sont le plus mises en avant. Donc pour le coup, on a dû faire un travail de visibilité, on va dire. Comment on fait pour rendre sexy ce qu'on fait? Donc on travaille beaucoup en communication, notamment grâce à Léa qu'on vient de citer précédemment, pour communiquer, pour donner envie à des jeunes comme nous, finalement, de travailler dans ces métiers-là. Ok. Jocelyn, puis après Anto, tu parleras, parce que t'as pas assez parlé, ils ont plus parlé que toi. Ouais, c'est ça. Et puis nous, ce qu'on essaye beaucoup de faire aussi dans ce culture de boîte, c'est que, comme Anto le disait, nous on a des parents artisans. Donc pour nous, qui dit artisanat dit apprentissage, dit faire de ses mains, il dit aussi que, ce qu'on essaye de faire plutôt, c'est d'expliquer qu'en fait, on peut faire de l'artisanat et adorer ce qu'on fait. C'est pas du tout une voie de garage. Et donc, du coup, on ouvre beaucoup les portes aux jeunes. C'est du temps qu'on investit pour montrer aux jeunes qu'en fait, on peut faire des trucs super cool en ayant des parcours professionnels, en faisant des cursus pro, je dirais pas des cursus généraux. Ouais. Voilà. Et c'est important et ça, c'est de revaloriser les métiers de manuels. Exactement. Donc c'était pas forcément le sens de ta question, mais c'est un message qu'on veut absolument faire passer. C'est en effet découvrir un peu tous ces métiers-là. Et autre chose aussi, qui est un autre sujet dans lequel on pourrait en parler des heures, c'est que nous, on n'a pas créé une entreprise. On l'a repris et après on l'a façonné. Et donc c'est pareil, on n'est pas obligé de se lever un matin avec une idée de dingue. Je sais que tu as fait des super épisodes sur la création, partir d'une idée, etc. Et nous, en fait, on n'est pas parti d'une idée, on est plus parti de quelque chose qui existait et puis en faire quelque chose qui nous ressemble. Et en fait, demain, on peut reprendre n'importe quelle entreprise. C'est pas parce qu'elle a 10 000 concurrents qu'on peut pas faire les choses mieux que nos 10 000 concurrents. C'est sûr. Et nous, aujourd'hui, on est sur un marché qui est hyper atomisé, mais par contre, et pour nous, c'est un challenge encore plus grand, c'est comment sur un marché hyper atomisé, on est les meilleurs. Et c'est ça, en fait, ce qu'on essaie de faire au quotidien. Ok. Voilà. Anto, il y a un truc dont j'ai pas parlé, dont tu aurais aimé parler? Non, moi j'avais une question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué est-ce que quelque chose t'a marqué en venant? Les lumières, les gens, l'âge Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait tilt? Je prends ton rôle, hein. Oui, merci. Non, ce qui m'a marqué, c'est votre atelier, en fait, vraiment. Et de voir, je trouve que c'est très marrant parce que j'ai pas fait beaucoup d'ateliers, tu vois, j'en ai pas visité beaucoup, c'est pas forcément mon truc. Et en fait, je trouve ça assez génial de voir comme vous avez réussi à mettre côte à côte des machines, pour le coup, et des machines, des sacrées machines. Et en même temps, je voyais qu'il y avait une nana qui était en train avec un peu de papier crépon, de papier ponce. À poncer, ouais. À poncer une petite lettre, là, tu vois, à côté. Et je trouve que c'est vraiment génial de voir que vous avez dans votre même atelier ces deux façons de faire, quoi. Et je trouve ça trop chouette. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué, quoi. Ah, merci. C'est ce qu'on a voulu faire en réalité. Trop bien. Donc on est content que tu puisses le remarquer. Yes. Vous l'avez mis là, c'est ça, pour le exprès. moment. Exprès, au moment où j'arrivais. C'est un figurant, elle repart à 16h. Merci les gars, je vous mettrai des liens vers tous vos contenus, etc. dans les notes. C'était vraiment très chouette. C'est gros plaisir d'avoir fait votre connaissance. C'était un plaisir partagé, c'était la première pour nous, donc on était, j'espère, pas trop timide. Bravo. Je suis très heureux qu'Anto tu sois venu. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai. En vrai, merci. Vraiment, fondamentalement, je te voyais là-bas, t'étais en train tu faisais des gestes et tout, machin. J'étais là, mais viens parler, mon vieux là. Ouais, c'est pas un exercice facile, mais c'est tu parles trop bien. Tu parles trop bien. Au final. Tu parles trop bien. Et tu vois, ce qui s'est passé là, c'est la définition de notre association. Tu vois, le fait d'être deux. Et ça a motivé le troisième. Et donc là, c'est pour parler à un micro. Donc c'est nous qui avons motivé Anto. Et puis parfois, c'est lui et Max qui me motive. Et parfois, c'est voilà. Bien les gars. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Ça me compte. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.